Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de Vue, ravi de vous retrouver pour ce premier rendez-vous de la semaine où nous allons revenir comme de coutume sur des événements marquants de ces dernières heures. On va commencer par l'aventure extraordinaire de ce jeune Malien, Mamoudou Gassama, qui a sauvé un petit garçon dimanche dans le 18e arrondissement de Paris et qui a rencontré Emmanuel Macron ce matin. Emmanuel Macron ayant décidé de régulariser sa situation puisqu'il était immigré en situation irrégulière. Est-ce que c'est un coup médiatique? Est-ce que c'était la décision à prendre? Nous en parlerons. Nous parlerons aussi, bien sûr, de la décision du président de la République italienne, Sergio Mattarella, de ne pas nommer le gouvernement souhaité par les gagnants des dernières élections législatives, le mouvement 5 étoiles et la Ligue. Mattarella est-il un président contre le peuple? Vous nous donnerez votre point de vue. Et puis on va revenir aussi sur la manifestation du week-end, la marée attendue par Jean-Luc Mélenchon et les partis de gauche. C'était plutôt marée basse. Est-ce que c'était la manif de trop pour le leader de la France Insoumise? On se posera la question. Et puis on reviendra aussi sur ce loto du patrimoine. Le Figaro de ce matin dévoile les projets qui vont bénéficier pour des restaurations de monuments historiques de ce loto. Est-ce que vous allez y jouer? Est-ce que vous allez y souscrire? Vous allez nous dire tout ça, vous, nos chers 4 invités. Bonsoir Mathieu Bocoté. Bonsoir. Vous êtes sociologue, essayiste, chargé de cours à HEC Montréal. Les Français vous connaissent bien, en particulier les internautes du Figaro, pour vos contributions régulières au Figaro Vox. Vous êtes aussi l'auteur du Nouveau Régime aux éditions Boréal. Bonsoir Patrick Pelloux. Bonsoir. Vous êtes médecin urgentiste, président de l'Association des médecins urgentistes de France. Vous avez été longtemps chroniqueur à Charlie Hebdo. Votre dernier livre, L'instinct de vie, est paru au Cherche Midi. Bonsoir Aymeric Breillet. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'Observatoire de la vie politique de la Fondation Jean Jaurès. C'est ça. Vous avez été un membre important du Parti Socialiste, membre du Bureau National. Absolument. Et si mes fiches sont à jour, vous avez été exclu de ce parti en 2017 pour ne pas avoir soutenu Benoît Hamon, qui était le candidat officiel du parti. Il faudra les réviser. Il faudra les réviser, c'est pas vrai alors? Non, non. Ah bon, eh bien écoutez, alors c'est moi qui n'ai pas mes informations. Je n'ai pas parrainé Benoît Hamon, mais je n'ai pas parrainé quiconque d'ailleurs. Et est-ce que vous êtes toujours au Parti Socialiste? Absolument, j'ai toujours ma carte au Parti Socialiste. Très bien, avec votre cotisation à jour, eh bien, j'en prends bonne note. Merci de cette correction. Yves Tréhard est là, lui, il est toujours directeur adjoint de la rédaction du Figaro, ça je le sais. Donc voilà, toujours à jour de ses cotisations, toujours éditorialiste et toujours animateur du talk Le Figaro. Je vous propose de revenir sur cette histoire absolument extraordinaire, celle de Mamoudou Gassama, ce Malien qui a sauvé un petit garçon. C'était dimanche dans le 18e arrondissement. Il a été reçu ce matin par Emmanuel Macron et voilà ce qu'il disait à la sortie de son entrevue avec le président de la République. Ouais, il a parlé avec moi, il a décidé de me mettre régulier, voilà, et de me chercher encore des boulots, voilà, c'est ça. Voilà, bon, j'ai passé, il m'a donné une médaille, voilà, c'est ça. Voilà, alors l'idée est de donner à Mamoudou Gassama la nationalité française et les sapeurs-pompiers de Paris ont expliqué tout à fait officiellement qu'ils étaient prêts à l'accueillir dans leur rang. Alors, cette décision fait une relative unanimité, la décision de naturalisation du jeune Malien, quels que soient les partis politiques. En revanche, l'analyse politique qui est faite de cet événement n'est pas exactement la même. Écoutez Alexis Corbière, le député France Insoumise de Seine-Saint-Denis, et Lydia Guirousse, la porte-parole des Républicains. Voilà ce qu'ils disaient l'un et l'autre de cette affaire ce matin. Ce monsieur, il fait un geste qui, d'un certain point de vue, au sens philosophique du mot, le rend français, quoi. Enfin, je veux dire, il fait partie de notre communauté nationale. C'est un homme qui risque sa vie pour sauver la vie d'un enfant qu'il ne connaît pas, mais uniquement par altruisme, générosité. C'est beau. Moi, j'ai même dit, pourquoi pas la Légion d'honneur. Nous sommes favorables à la régularisation ou naturalisation pour acte de bravoure ou soutien à la nation. Ces quelques exemples, ça va pas tout régler, mais ça permet de dire, regardez, c'est pas des gens qui viennent profiter, c'est pas des gens qui sont des délinquants, ce sont des honnêtes gens, voire même des gens encore meilleurs que nous. Pour que la République puisse être généreuse avec ses héros, avec ces personnes qui font preuve d'héroïsme, il faut qu'en parallèle, la République soit absolument très ferme avec ceux qui ne la respectent pas. Il faut expulser les délinquants étrangers, mais également pouvoir déchoir de leur nationalité ceux qui s'en prennent à la France. Patrick Pelloux, la décision du président de la République
concernant cette personne, elle fait l'unanimité. Il n'y a pas de débat pour vous? Est-ce que c'est un coup médiatique? Est-ce que c'est juste une décision de sagesse et de bonheur, de générosité plutôt? Il n'y a pas de débat, en fait. C'est toujours gênant d'un point de vue, mais c'est pas grave. Oui, c'est triste pour l'émission, mais en fait, il n'y a pas de débat. Ouais. C'est un homme, vous avez vu les images, au risque de sa vie, il est monté au 4e étage. Quand vous faites une chute du 4e étage, généralement, il y a peu d'espoir de vous en sortir. Et il a sauvé, je trouve que le président de la République a raison de le recevoir. Écoutez, on a tellement des images pitoyables de notre société, avec l'irrespect, avec l'abandon, avec des gens qui n'en ont plus rien à foutre. Quand il y a quelqu'un qui se bat pour sauver une vie et qui montre justement tout ce qui est l'humanisme, l'altruisme, il faut le féliciter et le fêter. Et je crois que le président de la République a raison de faire ça. Maintenant, il ne faut pas oublier ce qui se passe derrière, parce qu'à chaque fois, tout le monde parle de ça. Pas oublier que l'État est en train, et le procureur de la République est en train de faire son boulot, c'est-à-dire qu'ils ont mis en garde à vue le père qui a laissé l'enfant de 4 ans tout seul chez lui. Il faut rappeler juste que justement, il y a une responsabilité parentale qui est derrière. Donc je trouve que cette histoire est hautement significative de plein de choses. Yves Tréhard. Patrick Pelloux a tout dit. Moi, personnellement, c'est les plus belles images que j'ai jamais vues cette année, quoi. C'est extraordinaire, avec la rapidité avec laquelle il va au 4e étage, il sauve cet enfant. Enfin, c'est superbe. Il n'y a rien d'autre à dire, alors qu'il ait la nationalité française. Ça paraît tout à fait normal, alors qu'il est dans une situation qui est quand même assez compliquée, ce jeune homme. Après alors, c'est pas tout à fait les sapeurs-pompiers. Il va d'abord faire un service civique chez les sapeurs-pompiers. Il verra si ça lui plaît. Je pense qu'avec l'habileté et le courage de ce garçon, on voit que très vite, les sapeurs-pompiers n'auront plus besoin de grande échelle, parce que lui, il va tout de suite, sur l'endroit délicat. Non, mais c'est remarquable. Alors, deux choses, effectivement. On se demande ce que le père est allé faire comme course. Alors, comment cet enfant a pu se retrouver dans cette situation-là? Parce que ça voulait dire qu'il a enjambé la balustrade. Comme c'est un tout jeune enfant, on se demande comment ça a pu arriver. Ça, on aimerait bien connaître la genèse de cet accident. Et puis la deuxième chose, c'est vrai que, quoi qu'on dise, ça donne une autre image, si vous voulez, des clandestins, des gens sans papier, et Dieu sait s'ils sont nombreux. Ça ne réglera absolument rien. Mais ça peut-être montrer que parmi eux, il y en a qui sont assez exemplaires. En tous les cas, lui, il ne s'est pas posé la question. Il a grimpé, il a sauvé une vie, et il est maintenant un héros européen, mondial. C'est fabuleux. C'est formidable. Mathieu Bocossé. Oui, je pense que tout le monde est d'accord sur le fait qu'on est devant un acte d'un héroïsme incroyable. Tous se disent bravo, félicitent la volonté de lui donner la nationalité, j'en doute pas. Ensuite, si je peux marquer une part de débat minimal, c'est la récupération politique, non pas de la part du président de la République, qui dans les circonstances ne fait pas de la récupération politique, célèbre le courage, mais quand on entend ensuite, on le voit surtout sur les médias sociaux, dire des gens « Ah ben c'est bien la preuve qu'il faudrait naturaliser généralement ». Quand on fait ça, autrement dit, on instrumentalise le courage d'un homme, le courage exceptionnel, pour dire ensuite finalement cet acte justifie, bon, on l'a entendu, de la naturalisation généralisée, et c'est bien la preuve que les sans-papiers, en fait, portent en eux la possibilité d'une régénérescence de la France, et ainsi de suite. Bon, alors quand j'entends ça, je me dis, ne mélangeons pas tout. Devant un acte de courage exceptionnel, on s'incline, et ensuite, on ne l'instrumentalise pas de manière grossière. Émeric Brier, oui, c'est une autre façon de poser la question. Est-ce que, en fait, c'est une affaire exceptionnelle et donc unique, ou est-ce qu'il faut en tirer des enseignements politiques Non, c'est l'affaire d'un homme. C'est le courage d'un homme qui, face à une situation, je ne sais comment chacune et chacun d'entre nous aurions réagi. Donc c'est l'affaire d'abord d'un homme. Moi, personnellement, j'aurais pas pu grimper. Moi non plus. Moi, j'aurais pas eu la condition physique, en tout cas, pour grimper. Mais ce qu'il faut relever dans cette histoire-là, c'est que le président de la République est pleinement dans son rôle. Il salue, parce qu'il sait aussi son rôle, il salue un acte héroïque. Il en tire des conclusions sur la situation personnelle de cet homme-là. Et finalement, il s'inscrit dans une tradition française qui était de donner la nationalité française, naturaliser quelqu'un, parce qu'il avait rendu service à la nation. Et c'est quelque chose qui reprend des traces historiques assez conséquentes. Mais l'acte politique qu'il y a derrière, c'est pas, à mon avis, c'est pas celui qu'on croit. C'est justement que la France reconnaisse un Malien migrant, et il y a une relation entre la France et le Mali qui est très forte, notamment après l'intervention qui avait été voulue par le président Hollande, pour sauver le Mali des griffes d'Al-Qaïda Maghreb.
Mais c'est pour ça qu'il y a cette symbolique-là derrière. Qui est Alors, est-ce que vous pensez que je vais trop loin quand j'extrapole en disant le sens politique caché de cette décision, c'est de dire parce que ce Malien a commis des actes de courage extraordinaires, il mérite la nationalité française, ce qui veut dire qu'à contrario, le Malien lambda, entre guillemets, je rappelle qu'on est présent militairement au Mali, il n'a pas vocation à devenir français. Non mais attendez, vous avez dit tout à fait, c'est une affaire personnelle, c'est une affaire individuelle, c'est l'exploit d'un homme, parce que c'est un véritable exploit physique, un exploit de courage psychologique aussi, parce qu'il faut avoir le cran de le faire. Il voit et il fonce. Il y va. Ce qu'il faut dire aux Français, c'est que la première ville du Mali, c'est Montreuil. Hein, vous avez quasiment autant de Maliens à Montreuil qui viennent de Caille. Caille, c'est une ville très importante du nord-ouest du Mali. Et vous avez une communauté malienne en France, bien avant les événements qui ont malheureusement martyrisé ce pays, en tous les cas au nord du pays, au nord du Mali. Vous avez énormément de Maliens en France. Il y a une communauté malienne qui est très souvent d'ailleurs dans des situations régulières en France, et qui très souvent d'ailleurs, une fois qu'ils ont mis un peu de pécule de côté, ils retournent dans leur pays et ils vont dans cette région de Caille. Et c'est assez, il faut le souligner, c'est-à-dire que le Mali, les Maliens sont en France depuis très très longtemps. Ils n'ont pas attendu la guerre qui malheureusement frappe leur pays. Exactement. Et évidemment, pardon Patrick, en 2 secondes, évidemment qu'on ne va pas naturaliser ni accueillir tous les Maliens de ce pays. C'est un acte individuel, il faut encore le répéter. Et pour en avoir soigné plus d'un sur les services des urgences, les Maliens sont très respectueux de la France. Ouais. Ils ont un très grand respect de la France et ils sont très respectueux de ce que l'on est, de ce qu'on a fait. Et il ne faut pas oublier que le travail, parce qu'ils travaillent énormément, hein, on les voit souvent dans les métiers du ménage notamment, l'argent qu'ils ont, généralement, ça sert, ils l'envoient là-bas. Donc d'un coup, c'est toute une économie qui se déroule et qui sert. C'est pour ça que c'est très symbolique et c'est peut-être ça le sens politique de ce geste. Je vais vous donner la parole, Aymeric Brier, mais vous le savez, Point de vue, c'est d'abord l'émission des internautes. Vous réagissez sur les réseaux sociaux, sur le Figaro.fr, sur Twitter. Voici quelques commentaires. Sadia Berboucha nous dit « Reconnaissance méritée ». Rose, il est un exemple pour les jeunes générations. Le président Macron ne pouvait faire autrement. Il a sauvé ce petit garçon avec une telle rapidité. Nous avons besoin de voir des gestes aussi nobles. Bravo, monsieur. Jeanne Andriansen, ce jeune homme a réagi en héros, c'est sûr, mais le gros problème de cette histoire est le fait que personne n'ait prévenu les pompiers en premier lieu. Ça, je ne sais pas. Ils sont arrivés quelques minutes après, mais heureusement qu'il est intervenu avant. Parce qu'un enfant de 4 ans, je ne suis pas sûr qu'il puisse tenir, je me tourne vers toi, je ne suis pas sûr qu'il puisse tenir très très longtemps accroché, et d'ailleurs d'autres plus âgés non plus d'ailleurs. Voilà, les pompiers n'auraient presque délaissé la façade, je pense qu'ils auraient déroulé la grande échelle, ça aurait été compliqué. Voilà, donc Jeanne, rassurez-vous, les pompiers avaient été prévenus. Ce qui est peut-être le plus choquant en fait, c'est de voir ce qu'on voit nous quand on est en intervention, de voir le nombre de gens qui filment en fait, et qui sont là. Ça c'est une scène d'époque. Ça c'est une scène d'époque. Ça, maintenant, ça fait partie du truc et ils sont là en train de faire leurs commentaires, etc. Au buzz, mais malgré tout, ça pose quelques sujets. Et ça vous choque, le médecin urgentiste que vous êtes, ça vous choque de voir des gens qui filment une scène d'urgence comme celle-là Comme vous dites, en fait, ça fait partie de... C'est pas que je suis choqué, c'est que souvent, c'est du voyeurisme et c'est surprenant, quoi. Et c'est souvent... L'autre jour, on a repêché la pauvre policière qui est décédée en faisant de la plongée au mois de janvier. Les policiers ont été obligés de faire dégager tous les gens qui étaient en train de nous filmer, en train de regarder c'est une toute autre question, mais c'est un des traits psychologiques les plus détestables de notre époque, je crois. C'est-à-dire, devant un événement, l'idée de participer ne vient pas. Il faut être témoin, l'enregistrer, le placer sur Facebook, et ensuite se présenter comme le grand témoin de l'événement parce qu'on aurait eu des likes avec ça. Mais ça, c'est tout autre chose, mais c'est une des marques les plus détestables de notre temps. C'est le thème de la tribune de Mathieu Bocoté demain dans le Figaro quotidien. Aymeric Brier, vous aviez un dernier mot sur ce dossier. Je trouve qu'en l'espèce, il faut éviter toute instrumentalisation de ce fait, ni d'un côté comme de l'autre. Et il faut justement, si on instrumentalise, on déshumanise justement ce geste. Et moi, je trouve que ce qui est beau dans ce geste, c'est justement un geste d'humanité. Il appartient à cet homme-là. Et il lui appartient, et c'est d'ailleurs en ce sens-là que la décision du président de la République est non seulement juste, elle tombe bien, et qu'aurait-on dit s'il ne l'avait pas reçu ? Bien sûr. Donc, voilà.
J'interromps quelques instants le cours normal de cette émission pour vous annoncer la mort de Serge Dassault. C'est la famille de l'industriel qui vient d'annoncer cette nouvelle. Serge Dassault était le président du groupe qui porte le nom de sa famille, le fils de Marcel Dassault, l'inventeur des célèbres avions. C'était aussi le président du groupe Figaro. Le groupe Dassault était l'actionnaire unique du Figaro. Et voilà, à cet instant, j'ai une pensée pour sa famille, pour tous ceux qui lui sont proches, et aussi pour dire que si une émission comme celle-ci existe, si Figaro Live a pu se développer, c'est aussi parce que nous avions un actionnaire conscient de l'importance des nouvelles technologies, du numérique, du digital. Et voilà, donc nous avons une pensée émue pour lui, n'est-ce pas, cher Yves, vous qui êtes un collaborateur éminent de cette maison. Serge Dassault est le propriétaire de ce journal depuis 2004, et c'est justement précisément à son arrivée que ce journal a pris un visage un peu différent avec l'essor du numérique, et il y a pleinement participé. C'était avec des outils qui sont ces outils modernes de la numérisation de l'information, tout ça, dont il n'était peut-être pas nécessairement familier, mais il savait que c'était un passage obligatoire, un passage obligé, et je dois dire qu'il a toujours encouragé toutes les équipes de ce journal pour aller toujours de l'avant, ce qui fait qu'aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que le Figaro.fr et tous ses développements, y compris audiovisuels, eh bien, lui sont en grande partie dus parce qu'il nous a fait confiance. Il a fait confiance aux hommes et aux femmes qui eh bien, conduisent les destinées de ce journal, et on ne peut que l'en remercier, et on ne peut qu'être chagrin et triste ce soir parce que c'était un homme qui était très à l'écoute et qui en plus était un lecteur et un téléspectateur assidu de ce que nous faisions. Absolument, et exigeant. Merci, cher Yves. Évidemment, le Figaro de demain reviendra longuement sur cette information que nous venons d'avoir, la mort de Serge Dassault, le président du groupe Dassault. Il était âgé de 93 ans. Nous reprenons le cours de cette émission pour nous projeter en Italie. Sergio Mattarella, le président italien, a donc refusé le projet de gouvernement qui lui avait été proposé par Matteo Salvini, le patron de la Ligue, et le leader du mouvement 5 étoiles, à cause en particulier du choix qui avait été fait du ministre de l'économie. Celui-ci était un économiste, mais clairement anti-euro, et pour Sergio Mattarella, ce n'était pas acceptable. Écoutez la façon dont il a expliqué sa décision, c'était hier à Rome. Ho chiesto per quel ministero l'indicazione di un autorevole esponente politico della maggioranza, coerente con l'accordo di programma, un esponente che, al di là della stima e della considerazione per la persona, non sia visto come sostenitore di una linea più volte manifestata che potrebbe provocare probabilmente o addirittura inevitabilmente la fuoriuscita dell'Italia dall'euro. Alors cette nouvelle a évidemment suscité de fortes réactions, en particulier chez les deux leaders des partis gagnants des dernières législatives, la Ligue et le mouvement 5 étoiles. Je vous propose d'écouter successivement les réactions de Matteo Salvini, le patron de la Ligue, l'ancienne Ligue du Nord, et celle de Luigi Di Maio pour le mouvement 5 étoiles. E quindi ha detto no, il governo non parte, non avete lavorato per niente, facciamo un governo tecnico. E io mi domando se siamo in democrazia, se per l'Italia decidono gli italiani o decidono i tedeschi o decidono i francesi. È una roba veramente incredibile dal mio punto di vista e mi spiace aver perso tanto tempo. Ce l'avrebbero potuto dire prima. Il no qual è? Perché? Perché il no? Perché il problema il problema è che le agenzie di rating in tutta Europa erano preoccupate per un uomo che andava a fare il ministro dell'economia, che gli investitori erano preoccupati in tutta Europa. Questo è il punto, e allora ditelo, diciamocelo in questo paese, diciamocelo chiaramente, che è inutile che andiamo a votare, tanto i governi li decidono le agenzie di rating, tanto i governi li decidono le lobby finanziarie et bancarie, tanto i governi. Mathieu Bocoté, cette histoire est tellement
frappante que c'est presque une parabole de ce qu'est l'Europe aujourd'hui, avec des logiques qui n'arrivent plus à s'entendre, entre d'un côté des votes populaires, d'aucuns diraient populistes, et de l'autre côté des élites, on va dire, le président italien, la Commission européenne, et ces deux mondes ne peuvent plus se comprendre. Manifestement, c'est-à-dire on voit en ce moment qu'une partie, à tout le moins, des élites européennes considère que la souveraineté populaire doit s'exercer dans un cadre très restreint, très limité, sous la tutelle, à tout le moins, de gardiens éclairés, et il n'est pas interdit de voir là-dedans la prétention d'une forme de despotisme éclairé des tenants d'idéologie européenne, européiste, pardon. Une fois que c'est dit... Un despotisme éclairé. Je pourrais reprendre la formule historique, mais une prétention à la chose. Ça, une fois que c'est dit, on peut être en désaccord, très inquiet du programme qui était porté en Italie. On peut croire que le programme n'était pas le bon. On peut multiplier les réserves, d'excellentes réserves, mais il n'en demeure pas moins que si on croit minimalement à la souveraineté populaire, à la démocratie, on ne peut pas tout simplement congédier un résultat électoral en disant « ça ne se conforme pas au dogme du moment ». Et de ce point de vue, je crois que l'Europe, tôt ou tard, pour survivre, parce qu'on est en droit de croire et d'espérer que l'Europe survive comme communauté politique de civilisation, eh bien qu'elle réhabilite la légitimité des souverainetés nationales, des souverainetés populaires, sans quoi elle éclatera tôt ou tard. Aymeric Briey, on a un problème démocratique là ou pas? Est-ce que c'est un président contre le peuple, Mattarella? Alors, je partage une partie de ce qui vient d'être dit, mais pas le titre. Parce que finalement, le président de la République ne fait qu'utiliser les pouvoirs constitutionnels qui lui sont reconnus par la Constitution. C'est très légal ce qu'il fait, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. C'est un peu plus que légal. Oui. C'est-à-dire que dans la Constitution, il est prévu qu'il nomme sur proposition du président du Conseil qu'il a sélectionné les ministres. Donc c'est bien sur proposition. Et là, en plus... Tous les jours précédents, il avait dit clairement que cette personnalité spécifique de la politique italienne ne pouvait pas occuper ce poste de ministre compte tenu de ses prises de position précédentes. Donc, il ne faut pas non plus être naïf. Il y a là un jeu de la part de la Lega, notamment, de provoquer une crise, juste, et on l'a vu le soir même, de provoquer cette crise italienne pour justement revenir devant les électeurs, réinstaurer un rapport de force, y compris au sein de la coalition dont il est issu, avec les forces qui, peu ou prou, étaient autour de Berlusconi les années précédentes, et pour espérer arriver en tête suffisamment pour gouverner finalement seul. Parce que l'accord de gouvernement était plus une juxtaposition des thèmes et des thèses de la Lega d'une part et du MI5 d'autre part, plutôt qu'une coalition post-électorale, comme ça a pu se passer par exemple en Allemagne, où vous avez un accord de coalition qui est le fruit de compromis. Là, on avait plus une juxtaposition de thèses, défendables, pas défendables, peu importe, mais une juxtaposition de thèses plutôt qu'un compromis. Donc, il ne joue pas contre le peuple, d'autant plus, il ne joue d'autant moins devant le peuple, que la conclusion de tout ça, c'est qu'il y aura probablement de nouvelles élections. Donc on ne joue pas contre le peuple quand on sollicite in fine un nouveau processus électoral. C'est pour cela que le titre, il est vendeur, il est accrocheur, certes, mais il est un peu biaisé, me semble-t-il. On peut même assumer sa dimension provocatrice, comme c'est moi qui l'ai choisi. Bien sûr, c'est pour ça que je dis. Alors, naturellement, on vous invite à réagir sur Twitter, avec à la fois vos commentaires et aussi une question du jour. Pensez-vous que le président italien Mattarella a eu raison de s'opposer à la nomination de Paolo Savona, donc le fameux ministre des Finances qui ne le sera jamais, en tout cas pas cette fois-ci? C'est très partagé, 48% oui, 52% non. Patrick Pelloux et Aymeric Briey parlaient de la dimension calcul politique derrière ce choix d'un ministre. Mais sur le fond, vous n'êtes pas gêné, vous? Ça rappelle quand même des souvenirs, le référendum de 2005, par exemple, qui avait été rejeté par les Français sur le projet de constitution européenne, et alors que cette constitution, elle est arrivée quand même sous un autre nom. Sous un autre nom et d'autres formes, avec ce qui avait été très critiqué quand Sarkozy l'avait fait passer d'une autre forme. Il y a plusieurs choses. D'abord, c'est pas la première fois qu'il y a une crise politique absolument abracadabrantesque en Italie. Ouais. Voilà, c'est pas la première fois. Deuxièmement, que la Ligue du Nord et le populisme soient en train de jouer un coup à double bande en faisant croire que c'est la faute du président de la République italienne qui est le responsable de tout ça, dont acte. Troisièmement, il y a une remise en cause à travers tout ça de l'Europe. Et ça, c'est la montée des populismes qu'on voit un petit peu partout. Il ne faut pas oublier que le deuxième tour de l'élection présidentielle française, vous aviez un pro-européen contre quelqu'un qui est farouchement opposé à l'Europe. Et donc, ce côté populiste qu'il y a
à travers l'Europe, de décrier l'Europe et de vouloir en sortir, c'est un réel danger. Et c'est pour ça, à mon sens, le président de la République italienne qui dit « je ne veux pas de ce ministre qui est forcément et qui conduirait vers une sortie de l'Italie de l'Europe », et ça serait un vrai danger, parce que qui sort de l'euro sort de l'Europe maintenant. C'est intimement lié. Et derrière ça, évidemment, on a envie de dire, mais que fait finalement, c'est le responsable de la Ligue du Nord qui le disait là, dans l'extrait que vous avez dit, où est la France, où est l'Allemagne? Et c'est vrai qu'il y a un problème à l'heure actuelle de savoir où va l'Europe. Et c'est vrai que c'était une des grandes dynamiques que Macron avait voulu lancer après son arrivée. C'est un peu au point mort, il ne se passe rien, et ça pose des problèmes. Si l'Italie s'en allait de l'Europe, bah alors là, moi je donne plus cher de l'avenir de l'Europe. Hein. On rappellera que c'est la troisième économie de la zone euro. C'est un des 6 pays fondateurs. Oui, et bien sûr, et l'un des fondateurs, on se souvient tous du traité de Rome qu'on a appris quand on était encore à l'école. Des réactions sur Twitter, Jean-Loup Robert qui nous dit « Le président italien a tort, il faut respecter le peuple ». Sadia est sur la même longueur d'onde, il faut tenir compte de l'avis du peuple italien, tandis que 34 nous demande si le président italien dépasse ses pouvoirs constitutionnels. Eh bien, non, cher 34, Émeric Breillet l'a rappelé très justement, c'est l'une des prérogatives du président de la République dans la Constitution italienne, qui est d'approuver ou non les choix gouvernementaux faits par les chefs de la majorité. Yves Tréhard, votre avis sur ce sujet? Moi, j'irais au-delà de tout ce qui a été dit, qui est juste... pour dire que l'Europe s'est toujours construite depuis 1957 et même avant contre les peuples, en fait. Elle s'est toujours construite. Ce n'est pas une découverte d'aujourd'hui de dire qu'il y a des populismes. C'est vrai qu'ils sont de plus en plus virulents, ces populismes-là. Mais si vous regardez bien la construction européenne, elle s'est toujours faite contre les peuples. On n'a jamais rien demandé au peuple. C'est juste énorme ce que vous dites là. Hein. Mais c'est évident. On a simplement demandé aux Français, avant le référendum de Maastricht, qui était en 1992, si mes souvenirs sont bons, on leur a demandé au milieu des années 70 s'ils acceptaient l'entrée de l'Irlande et de la Grande-Bretagne dans ce qui était à l'époque la communauté européenne. Par référendum. Par référendum. Le reste du temps, l'Europe s'est construite depuis l'acte unique, le traité de Rome d'ailleurs, l'acte unique, enfin tous les événements importants qui ont marqué l'histoire européenne, on n'a jamais demandé l'avis aux populations. Ça, c'est la première des choses. Donc pas contre, sans le peuple. Sans le peuple. Sauf en 2005 pour le référendum. Sauf le référendum de 2000. En 92 et en 2005. Vous avez raison que, sans le peuple, effectivement, et pas le référendum de c'est 2005, c'était un peu contre le peuple français, en tous les cas, et néerlandais, puisqu'on est allé à Lisbonne pour essayer de contourner la volonté populaire française. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on ne peut arriver qu'à cette issue-là, c'est-à-dire d'un anti-européanisme virulent, quand on voit les représentants politiques des pays dans lesquels nous vivons. L'Europe est le bouc émissaire tellement facile de leur insuffisance et de leur incompétence que ça aboutit à ça. Alors, on va me dire, l'Italie aujourd'hui, elle est dans les mains de deux partis, qui sont des partis, l'un très anti-européen, l'autre anti-système, et c'est comme ça que ça se passe. Non, c'est pas complètement comme ça que ça se passe. Parce que, à chaque fois, les partis politiques, même de gouvernement, accusent l'Europe de tous les maux. Et cette pauvre Europe, elle n'en peut mais, puisqu'elle n'a pas son mot à dire. Oui, mais là, c'est toujours la technostructure, c'est toujours des gens incompétents, c'est toujours des gens qui sont loin du terrain. Et malheureusement, pour d'ailleurs la civilisation européenne, eh bien, c'est les plus démagogiques qui arrivent à se faire entendre. Bien sûr. J'espère de tout mon cœur, parce que je pense que s'il y a un seul grand projet qui aujourd'hui mérite qu'on se batte politiquement sur notre continent, c'est précisément celui-là, et qu'en plus, même s'il y a eu des excès, je ne suis pas persuadé que l'Union européenne soit la responsable de la disparition des nations. C'est pas vrai. Les nations existent toujours. Le plaidoyer d'Yves Tréhard est très convaincant comme toujours, cher Mathieu Bocoté, mais est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose de nouveau? C'est que historiquement, l'Europe se faisait sans les peuples, alors que là, elle se fait contre.
Oui, bien, on est dans une situation où, premièrement, lorsque les peuples, ou à tout le moins des parties importantes des populations, expriment des réserves, on utilise un terme sans prendre la peine de le définir la plupart du temps pour disqualifier cette protestation. Populisme. Il suffit de dire populisme et on a dit grand méchant, terrifiant, inquiétant, sulfureux, nauséabond peut-être aussi. Alors, on utilise tous ces concepts-là pour disqualifier cette protestation populaire sans voir en quoi elle peut avoir une charge rationnelle, sans chercher à voir en quoi elle peut être légitime aussi, cette protestation. Ensuite, on peut se désoler des véhicules politiques qui relaient cette protestation. C'est autre chose. Mais l'idée, comme quoi la démocratie doit d'abord se définir à partir du cadre national et que l'Europe doit d'abord et avant tout respecter les nations pour se constituer, si ça c'est du populisme, alors le mot populiste ne veut plus rien dire. Alors dans les circonstances, je pense que réhabiliter l'échelon national, qui n'est pas pour moi du populisme, je le redis, eh bien, c'est une aspiration qui traverse l'Europe aujourd'hui. Et si on espère que ce continent, qui est appelé à se constituer politiquement d'une manière ou de l'autre, dure dans ce projet qui est tout à fait honorable, eh bien peut-être est-il nécessaire de respecter véritablement les nations. C'était le message du Brexit, mais rappelez-vous la réaction après le Brexit. Une fois que le peuple a voté, on a disqualifié le peuple. On disait qu'il n'était pas moralement qualifié pour voter. Oui, ceux qui ont voté non étaient une collection de vieilles personnes édentées, malodorantes. Oui. Lorsque le peuple s'exprime... Non, mais attendez, il y a quelque chose, Mathieu Bocoté, que vous ne pouvez pas occulter. C'est le mensonge. Et ceux qui ont fait la campagne du Brexit, ces principales figures, ont reconnu eux-mêmes avoir menti. Et je vais vous donner un autre exemple, qui est français. Revenons plutôt à l'exemple italien. La campagne s'est faite largement sur... 1, l'euro est responsable de la situation économique difficile des Italiens. 2, il y a trop d'immigration à cause de l'Europe. Est-ce qu'il n'y a pas un fond de vrai là-dedans? Non, mais c'est un mensonge complet. L'Italie va mal depuis 40 ans. D'abord, elle a été mise à mal par, on va le dire quand même, un système, c'est pas très agréable à entendre pour les Italiens, mais semi-mafieux. L'Italie a marché grâce à une économie parallèle qui représentait pas loin du tiers de son PIB. Et cette économie parallèle, elle l'a laissé faire, enfin, sa classe politique l'a laissé faire, les Italiens s'en accommodaient, je ne dis pas que toute l'Italie était comme la Sicile, mais il y a quand même de ça. Il y a une responsabilité historique, je dirais, du mauvais, enfin de la mauvaise santé de l'économie italienne. Mais permettez-moi de vous répondre simplement, juste en instant sur la question l'Italie a quand même, d'abord et avant tout, depuis très longtemps, un problème de compétitivité économique. Et donc, les difficultés auxquelles sont confrontés les Italiens, y compris budgétaires, y compris de dépassement des taux d'endettement, etc., on n'est pas flambard, mais on est quand même un peu moins pire qu'eux, sont nées d'abord et avant tout des propres impérities de la classe politique italienne. Et donc, et c'est vrai d'ailleurs dans beaucoup de pays, c'est là où je vous rejoins, ça pourra en surprendre plus d'un, c'est que quand même, dans cette histoire, comme dans beaucoup d'autres, l'Europe est le bouc émissaire bien pratique de chaque élite politique nationale pour cacher ses propres turpitudes. Et c'est là, et je termine, et c'est là où Emmanuel Macron a une responsabilité, et d'ailleurs qu'il a endossé au moment de son élection présidentielle. On verra ce que ça donnera, parce que pour l'instant, il y a de très beaux discours, soyons honnêtes, à la Sorbonne, à Aix, etc. Mais on sait que l'aboutissement, le fait d'accoucher sur de nouvelles politiques économiques ou de nouveaux enjeux, ça s'est vu avec le pacte bancaire, il y aurait un accord entre l'Allemagne et la France, qui sont quand même les deux moteurs. Là, on va juger sur pièce. Et il faudrait mieux d'ailleurs, pour tous les pro-européens, que ceci aboutisse avant les élections européennes de juin 2019. Permettez-moi juste une dernière remarque. C'est important. Premièrement, est-il permis de ne pas être européiste sans être populiste? C'est la première question que je pose. La deuxième, par rapport au Brexit... Mais on peut ne pas être européiste, on peut être pro-européen. D'accord. Européiste est un terme qui connote quelque chose, exactement la même chose que quand on utilise... Mais voyez, mais juste un deuxième point sur la question de la Grande-Bretagne. Vous évoquez le mensonge, mais je me permettrais de dire que le mensonge est bien partagé en politique d'un camp à l'autre. Quand le camp des partisans de l'Union disait à ce moment-là, vous savez, basculer dans la logique de la souveraineté, c'est basculer dans la logique de la guerre, de la régression, c'était une forme de rhétorique. Je pense que la démagogie est bien partagée en politique, quels que soient les camps, et de ce point de vue, mieux vaut supposer que les Britanniques savaient quand même ce qu'ils faisaient que de décréter qu'ils ont été victimes d'une arnaque. Et il faut même reconnaître qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Il faut même reconnaître qu'ils savaient ce qu'ils faisaient, y compris pour ensuite, dans le cadre des négociations, en tirer toutes les conséquences et mettre le gouvernement britannique devant ses propres responsabilités. Donc le vote du Brexit n'est pas un vote comme ça en l'air, c'est un vote de citoyens éclairés et qu'il faut prendre
comme tel pour justement en tirer toutes les Nous conséquences, y compris vis-à-vis d'eux. de ce dossier qui vous passionne, messieurs, et à juste titre. Mais je vous propose de revenir en France. Mais comme le premier thème était un peu consensuel, il faut pendant bien qu'on quelques se minutes, rattrape un mais peu. absolument. Un grand nombre d'organisations, ils disent qu'ils étaient 64 partis, mouvements, associations, syndicats de gauche ou d'extrême gauche avaient organisé un grand mouvement de mobilisation ce week-end. Il y avait bien sûr la France Insoumise, mais aussi la CGT, dont le leader Philippe Martinez a défilé. Et malgré cette mobilisation de masse, le résultat, on va dire, est assez limité. Pour mémoire, il y avait eu le 5 mai une manifestation contre Emmanuel Macron, puisque c'était contre lui que cette journée était organisée, contre sa politique sociale. Il y avait, selon le cabinet Occurrence, donc cabinet indépendant, qui n'est ni la préfecture de police, ni les organisateurs, le 5 mai, il y avait 39 000 personnes à Paris. Ce week-end, il y en avait 31 000, et dans la France entière, 250 000, mais ça, c'est les chiffres de la CGT, donc ils sont probablement un peu généreux. Est-ce un échec? Est-ce la manif de trop pour Jean-Luc Mélenchon? Écoutez, ou réécoutez, parce qu'on a déjà entendu depuis le début de cette émission, Alexis Corbière, le député de Seine-Saint-Denis, lui dit que pas du tout ça a été un succès. Je précise qu'il est député de la France Insoumise. Comparer la manifestation du 5 mai qui était une montée nationale avec la manifestation parisienne, alors qu'en même temps, je vous ai écouté aussi ce matin, vous l'avez dit, défilés. 190 défilés. J'ai cité le 5 mai parce que c'est le 5 mai que Jean-Luc Mélenchon avait annoncé bien, le 26 mai. Mais il y avait plus de monde hier dans les rues de France que ce qu'il y en avait le 5 mai. Donc c'est une étape supérieure. Et on vous pose la question sur Twitter, selon vous, cette journée de manifestation a-t-elle été une réussite? Point d'interrogation. Patrick Pelloux, c'était la manif de trop pour Mélenchon? De trop, je ne sais pas, mais je ne sais même pas pourquoi le but de la manifestation. Donc, il y avait un problème de communication. C'était la coalition de toutes les luttes sociales. Oui, mais la coalition des luttes sociales, il y a le combat. Je ne crois pas à la convergence des luttes à l'heure actuelle. La convergence des luttes entre le débat social qui est vraiment profond sur la lutte contre le chômage, les salaires, les évolutions sociales qu'il y a, et le combat politique. Je sais c'est ce que veut faire Mélenchon, c'est mélanger les deux pour avoir une convergence des luttes et un grand rassemblement. Je ne crois pas que les syndicats soient prêts. Et là, en l'occurrence, il n'y avait qu'un syndicat, qui est l'un des plus importants, qui est la CGT. Il n'y avait pas les autres. Bon, ça c'est le premièrement. Deuxièmement, je ne sais pas, je doute que maintenant, de la motivation des gens à aller manifester. C'est peut-être quelque chose qui demande à être rénové. D'autre part, les images qu'il y a eu, je pense que ça a joué énormément avec les Black Blocs et de l'hyper-violence sur les manifestations. Ça ne donne pas envie d'aller manifester. Donc voilà, je crois qu'il y a un petit peu tout ça. Et à travers ça, il manque un curseur dans l'opposition. Il manque le Parti socialiste. Il manque une expression forte de les Républicains. Et c'est vrai que le peuple français est un peuple très politique, qui a besoin de substance politique. Or là, à l'heure actuelle, il manque quelque chose. On a besoin d'avoir une réflexion politique plus large, probablement. Yves Tréhard, c'est un échec politique pour Jean-Luc Mélenchon? Oui, c'est un échec politique, mais je pense que Jean-Luc Mélenchon a résumé son échec lui-même dans une interview qu'il a accordée à un magazine qui s'appelle Le 1 il y a quelques mois, où il disait « Mon mouvement, il n'est ni vertical ni horizontal, il est gazeux ». Eh bien, il est gazeux à son image. C'est-à-dire que Patrick a mis le point, a souligné le point. On sait qu'est-ce qu'il veut exactement et pourquoi il manifeste. Je pense que ça va lui faire un grand déplaisir, mais c'est comme ça. C'est un homme qui est complètement dépassé par les événements, M. Mélenchon, qui n'a pas su, je dirais, rénover l'action politique, tout comme d'ailleurs la CGT n'a pas su rénover l'action sociale. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde, qu'on le veuille ou non, et on n'a pas attendu Macron pour ça, eh bien, dans un monde qui a évolué, où la contestation, eh bien, elle doit prendre une autre forme. Et si vous voulez, je pense que les Français, en plus, ils ne sont pas dupes, les Français. Ils les prennent pour des idiots, les Français. Quand il les invite, Mélenchon, quand il les invite, c'était le cas de la précédente manif, c'était la fête à Mélenchon. C'était pour la fête à Macron, pardon. C'est la fête de Ruffin, mais voilà, celle de Mélenchon. la fête à Macron. Venez, on va faire du barbecue, on va faire... Non, mais attendez, si les Français, ceux qui sont vraiment mécontents, sont mécontents, ils n'ont pas du tout envie de faire ça avec un sourire qui soit un sourire déplacé. Le problème de Mélenchon, c'est qu'il veut tuer le Parti socialiste. Il y est
en partie, au moins pour le moment, il y est parvenu, et il ne sait absolument pas comment s'opposer au pouvoir actuel. D'ailleurs, comme la plupart des partis, puisque vous remarquerez que c'est le grand désert de ce point de vue. Donc, je pense que c'est des gens qui sont tout à fait démodés et qui n'ont pas trouvé le bon discours pour mobiliser. Aymeric Briey, vous êtes allé manifester samedi ? Non. Non, d'autant que je ne suis pas là comme membre du Parti socialiste. Donc, et il y a des nouveaux responsables qui, certainement beaucoup plus éclairés, ont beaucoup plus d'idées que moi là-dessus. Moi, ce que je constate simplement, c'est que je ne suis même pas sûr que Mélenchon, son objectif était qu'il y ait une marée humaine, contrairement à ce qu'il a dit. Ah, oui. Donc il nous a menti. Oui, parce que je pense qu'en réalité, son sujet est de continuer à apparaître auprès de la gauche dite militante comme l'opposant principal de Macron. Et que c'est ça son sujet. Et que le reste, finalement, qui est 30 000, 39 000, 45 000 ou 50 000 personnes, bien sûr c'est mieux, mais ça ne change pas son objectif stratégique. Son objectif stratégique, c'est simplement de continuer à occuper l'espace et à éviter que d'autres forces politiques d'alternative à la politique d'Emmanuel Macron ne puissent renaître ou reprendre un petit peu de vitamine. Et donc, il faut qu'il occupe l'espace pour cela. Et le fait qu'il y ait 64 organisations qui aient appelé à les manifestations montre bien qu'il est plus dans une logique de regroupement, de chapeautage de toutes ces organisations, dans une espèce de, non pas de convergence des luttes, mais simplement de convergence, regardez, c'est moi qui incarne. Et c'est ça son sujet. Et c'est là où, à mon avis, pour autant, il est confronté à cette impasse stratégique, parce que si ça ne marche pas suffisamment, alors ça montre en réalité qu'il y a un autre espace politique, au moins un, à prendre entre Macron et Mélenchon, et que cet espace-là, c'est de la responsabilité des responsables du Parti socialiste de parvenir à l'occuper. Faut-il encore pour cela avoir des discours clairs, novateurs, prenant en compte les évolutions du monde et donnant une vision et une lecture du monde, ce qu'aujourd'hui le Parti socialiste, et je le dis avec d'autant plus de regret que j'en ai été membre actif pendant très longtemps, ne porte plus. De la même manière que les Républicains aujourd'hui sont dans l'incapacité de porter une vision du monde qui se distingue fondamentalement soit de Macron, soit de Le Pen. Donc ils sont l'un comme l'autre pris en quelque sorte dans un casse-noir, comme l'avait dit d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon dans une interview au Monde avant la présidentielle. Mathieu Bock-Côté. En fait, ce qui me semble assez évident, c'est que Jean-Luc Mélenchon cherche à occuper non seulement l'espace à gauche, on l'a dit, mais avec un style très particulier qui est celui, finalement, il veut occuper la fonction tribunicienne dans les circonstances. Marine Le Pen ne veut plus l'occuper, il la récupère, il la ramène à gauche, on le voit. Cela dit, il y a quelque chose qui est assez inquiétant dans son propos, on le voyait dans l'entretien qu'il a accordé à Libération, et il y a une forme d'ambiguïté dans son propos, c'est-à-dire, d'une certaine manière, pour Mélenchon, et qui de ce point de vue est assez fidèle à Chantal Mouffe et compagnie, qui semble l'inspirer, le peuple électoral semble devoir s'effacer devant le peuple en lutte, le peuple des revendications, le peuple en mouvement, le peuple en combat, et cette espèce de disqualification du peuple électoral qui s'est manifesté, qui a donné un véritable mandat à Emmanuel Macron, et d'une certaine manière, le seul vrai peuple, mais c'est une tradition qui est assez forte dans la gauche radicale, le seul vrai peuple est celui qui est dans la rue, de là l'utilisation d'une forme d'enflure verbale, la marée populaire, la très grande marée populaire. Quand on utilise un tel vocabulaire, c'est pour nous dire le véritable peuple, lorsqu'on lui donne l'occasion de se manifester, congédie le résultat des urnes. Et de ce point de vue, donc il joue, d'un côté il reconnaît la légitimité, de l'autre il condamne. J'ai l'impression qu'il faut le ramener de ce point de vue à la réalité, c'est-à-dire la rue n'a pas pour vocation de remplacer le corps électoral. Surtout quand elle est relativement peu nombreuse à se manifester. C'est en tout cas ce que vous considérez, puisque à notre question Twitter, selon vous, la manifestation a-t-elle une réussite ? Vous êtes 77% à considérer que non. Il nous reste quelques minutes pour parler d'un dernier thème. Le Figaro publiait ce matin la liste des 18 sites emblématiques, des sortes de chefs-d'œuvre en péril du patrimoine français, qui vont pouvoir être restaurés grâce à un loto du patrimoine, donc un jeu qui va être créé dans cet objectif. Souscrirez-vous au loto ? Telle est la question qu'on pose à nos invités. Derrière ça, évidemment, il y a est-ce que c'est une bonne idée ou pas de faire financer par un jeu la restauration de nos monuments en péril ? Patrick Pelloux. C'est totalement débile. Non, mais c'est totalement. Mais bon, ouais, c'est l'infantilisation. Non, mais c'est l'infantilisation de la France. Puis là, tu fais un jeu pour les monuments, puis après, on va faire un jeu pour les hôpitaux, un jeu pour la police. Enfin, c'est une espèce de déliquescence de ce qui est le budget, de ce qui est la financière. Non, mais c'est vraiment, je trouve ça totalement ridicule. Puis pourquoi ces monuments ? Qui a choisi ? Tu ne sais pas pourquoi celui-là plus qu'un autre ? Et ça veut dire quoi ? Et
C'est complètement ridicule, quoi. Le patrimoine, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui fait partie de la culture, qui fait partie de l'éducation et qui devrait être considéré autrement que par un jeu organisé par un animateur télé fort remarquable, au demeurant, très populaire, mais je crois que c'est totalement débile. Et qui a, puisqu'il s'agit de Stéphane Bern, de vraies connaissances dans ce domaine. C'est pas seulement un animateur. Mais non, mais ça n'enlève rien à Stéphane Bern. Ouais. C'est ce que je dis, c'est pas contre Stéphane Bern. Je dis que cette méthode est ridicule. Vous pouvez dire ce que vous voulez, y compris contre Stéphane Bern. Voilà, mais cette méthode est ridicule. Et à ce moment-là, je vous dis, à ce moment-là, on va décliner un loto par semaine pour chaque système en France. Mais c'est complètement ridicule. Oui. C'est un peu la même chose, même si on des termes plus choisis. Émeric Briet que dit que la même analyse que celle de la Fondation Jean Jaurès, dont vous êtes l'un des dirigeants, qui en gros explique dans une note qui vient de paraître que le patrimoine est une affaire trop sérieuse pour être financé par un loto. Non, nous sommes des gens polis, donc nous ne le disons pas ainsi. Mais ce qui est la note qu'on a publiée de M. Siret, qui est une très belle note, comme toujours, dit la chose suivante, c'est juste de quoi parle-t-on ? On parle de 20 millions d'euros, en réalité. Si l'État n'est pas capable de dégager 20 millions d'euros de manière pérenne, parce que c'est ça le sujet, dès lors que vous avez des sources extra-budgétaires, ce qu'a fait une loi, une autre loi peut la défaire. C'est beaucoup plus difficile de revenir sur des enveloppes budgétaires que le Parlement a votées l'année d'après. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Et donc, d'autant plus, ce que rappelle la note, c'est une vieille antienne qui remonte en réalité même au début du 19e siècle, où il y avait déjà des projets de loterie pour sauver tel ou tel établissement. Donc la réalité, c'est que ça fait du buzz. On n'est pas persuadé que ça puisse fonctionner, parce que pour l'instant, ce que l'on sait, c'est que le prix du ticket pour participer au loto serait d'un montant quand même relativement conséquent de 15 €. Bon, c'est pour qui a pris un ticket de loto, généralement il y a des grilles, quoi, on peut moduler, donc c'est quand même, ça ne s'adresse pas à n'importe qui. Et deuxièmement, que ça pose quand même la question de la capacité, encore une fois, budgétaire de l'État à dégager 20 millions d'euros, ce qui n'est quand même pas la mer à boire, en dépit de l'état des finances publiques de notre pays. Donc voilà, tout ceci nous amène à penser que c'est une fausse bonne idée. Bon, Mathieu Bocoté, vous partagez cette sévérité? Oui, peut-être même une vraie mauvaise idée. Mais c'est-à-dire, je suis sceptique comme plusieurs. J'ai l'impression, quand j'ai lu cette nouvelle, d'être devant. Si Philippe Meuret était encore des nôtres aujourd'hui, il aurait probablement su dire des choses remarquables à ce sujet. C'est-à-dire, tout doit être festif, tout doit être ludique. La question du patrimoine est une question fondamentale pour tout pays, et je vais me dire particulièrement pour la France. Ça doit être une question qui relève de l'intérêt national, au cœur des préoccupations de l'État. Aujourd'hui, on parle avec raison de l'identité française, de la culture française, mais si au cœur de la culture française, il n'y a pas de patrimoine, le paysage historique qui a façonné le pays, si parler d'identité, ça consiste simplement à dire le mot identité sans arrêt et qu'on n'est pas capable de prendre en charge dans les circonstances ce paysage immense qui fait en sorte d'ailleurs que la planète au complet déferle en France régulièrement pour voir ce qu'est la France, eh bien, ça veut dire que la question de l'identité n'est pas prise au sérieux. Et de ce point de vue, qu'il y a une loto comme ça, bon, tant mieux si ça ramène 5 millions, 8 millions, j'en sais rien, mais c'est pas une politique publique, c'est un gadget. C'est pas si mal les gadgets tout le temps, mais qu'on ne voit pas là-dedans une véritable politique. Et il y a un vrai enjeu par ailleurs de stratégie économique. Si on estime que le tourisme est un enjeu de développement économique du pays, bon, dans ce cas-là, il faut effectivement faire en sorte que le patrimoine, plus ou moins ancien, industriel, récent, etc., soit bien entretenu, voire même renouvelé, pour en faire justement un élément d'attractivité. Donc Bercy, au contraire, devrait, au lieu d'être le bras que l'on tord, devrait être en fait très allant pour promouvoir ces stratégies d'entretien et de développement du patrimoine. Moi, je suis en désaccord total avec ce qu'il y a d'être dit. Tant mieux. Je suis d'accord pour dire que l'État doit prendre ses responsabilités. Et je crois qu'il ne faut pas accorder plus d'importance qu'il n'en faut à cette opération, qui est effectivement un caractère gadget, parce que ce n'est pas avec 20 millions, 30 millions, 40 millions d'euros qu'on va sauver le patrimoine, ou quelques vestiges du patrimoine français. Simplement, je vois là, moi, une façon pour les Français de se réapproprier précisément ce patrimoine. Et quand on leur montre les projets en question, il y en a combien? Une vingtaine. On ne les connaît pas nécessairement tous. Et on se dit, tiens, c'est au moins pour une bonne cause. Moi, je sais que je ne joue jamais à ces jeux de hasard. Jamais. J'ai jamais joué. Mais là, ça me tenterait plutôt de le faire, parce que c'est au moins pour une cause qui mérite d'être défendue. Même si, évidemment, que la politique nationale du patrimoine, de l'entretien de nos plus beaux châteaux, de nos plus beaux monuments, ça passe pas par ça. Mais
néanmoins, je trouve que c'est un moyen d'amener les Français à s'intéresser à peut-être des œuvres secondaires qui sont malheureusement un peu... Merci, Chérif Tra. Et ce sera le moment... Vous êtes trop intelligent pour croire en ce que vous dites. Voilà. Ça passe pour un compliment, mais c'est terrible. Sur cette dernière vilainie de Patrick Pelloux, ce sera la conclusion de cette émission, mais nous allons laisser bien sûr le dernier mot à nos internautes, à Jean-Loup Robert qui nous dit combien y a-t-il de prélèvements fiscaux sur ce loto? Est-ce que c'est comme pour le loto habituel ou moins? Ça c'est une bonne question, il faudra qu'on vérifie. Et puis Christine qui nous dit pour moi c'est une bonne idée pour sauver tant de chefs-d'œuvre en péril. Voilà, cette émission touche à sa fin. Je vous rappelle bien sûr l'information que nous avons eue en cours d'émission. Nous venons d'apprendre la mort de Serge Dassault, le président du groupe Dassault. Serge Dassault avait 93 ans, c'était un bourreau de travail et il est d'ailleurs mort à son bureau, installé rond-point des Champs-Élysées. C'était aujourd'hui, c'est sa famille qui vient de faire connaître cette information. Le groupe Dassault, c'est bien sûr des avions, les avions militaires, le fameux Rafale, les avions civils, le Falcon. C'est aussi avec Dassault Systèmes un des fleurons de l'électronique et des hautes technologies françaises. Serge Dassault était par ailleurs le président du groupe Figaro, car son groupe était l'actionnaire unique de notre journal. Serge Dassault est un homme qui avait de grandes convictions fortes, qu'il affirmait d'ailleurs dans le journal lors de ses vœux aux lecteurs. C'était aussi un homme respectueux de l'indépendance des rédactions, je peux en témoigner. Et voilà, nous sommes très, très touchés ce soir, je pense qu'on peut le dire, en particulier Yves Tréhard et moi, qui sommes des collaborateurs de cette maison. Bien sûr, vous retrouverez plus d'informations sur cette annonce sur lefigaro.fr au cours des heures qui viennent et dans le Figaro de demain. Très bonne soirée à tous.